Ravi de vous retrouver à la faveur de ce nouveau numéro de Covid Mag, votre magazine d'information et de sensibilisation sur la pandémie du Covid-19. Ce n'est un secret pour personne, aucun secteur n'a été épargné par la crise sanitaire actuelle qui a étalé ses tentacules dans tous les domaines. Mais l'économie semble être la plus impactée. Elle ne cesse de subir les effets pervers liés sans nul doute aux mesures prises par les gouvernants pour limiter la propagation du virus. Au Burkina Faso, ces mesures ont eu, entre autres, comme nom, mise en quarantaine des villes, fermeture des frontières, fermeture des marchés, restaurants, salles de ciné, annulation ou report de certains événements d'envergure nationale, comme le FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, la SNC, la Semaine nationale de la culture. Les conséquences sont nombreuses et le gouvernement, de son côté, n'est pas resté les bras croisés. À titre d'exemple, des mécanismes de soutien aux entreprises ont été mis en place. Au cours de ce numéro, nous allons passer donc en revue les 10 mécanismes, évoquer la question de la mobilisation des ressources, notamment les recettes fiscales, dans une période de ralentissement de l'activité économique. Enfin, nous allons aborder les perspectives en termes de croissance économique pour 2021. Et pour justement évoquer toutes ces questions, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau le docteur Issa Larba Kobiagda. Bienvenue sur le plateau de Covid Mag. Vous êtes donc le directeur général de l'économie et de la planification. Vous êtes par ailleurs ancien chercheur à l'université Thomas Sankara. Vous donnez donc des cours au niveau de l'UFR SEG, Sciences économiques et de gestion. Le thème donc de cette émission, c'est la relance économique dans le contexte du Covid-19. Nous allons tout de suite commencer par la première rubrique de cette émission qui est l'entretien. Alors, docteur Kobiagda, nous allons, comme c'est le principe de cette émission, commencer avec un peu de pédagogie pour permettre aux téléspectateurs, à ceux qui nous suivent, de se familiariser avec un certain nombre de terminologies. Alors, on parle depuis le début de cette crise de ralentissement de l'activité économique, mais pour le citoyen lambda, ce n'est pas très évident. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir signifier? Qu'est-ce que c'est que le ralentissement de l'activité économique? Merci bien, M. Koulibaly. Lorsqu'on parle de ralentissement de l'activité économique, on part du principe qu'effectivement, tous les éléments qui devraient donc permettre la création de la richesse au niveau national, ces éléments-là soit ont été handicapés par un certain nombre de chocs, que ce soit des chocs internes ou des chocs externes, qui ne les permettent pas de produire les effets escomptés. Donc généralement, le ralentissement est constaté en termes donc, de décélération de croissance. Il peut être également aussi constaté sous l'angle beaucoup plus donc, de récession. Dans ce cas, ça veut dire donc que la richesse créée ne croît plus, mais diminue d'une année à l'autre, alors que le ralentissement au sens donc, plus simple, on peut avoir donc toujours une croissance, mais la croissance est relativement faible par rapport aux années antérieures. Et c'est lié à beaucoup de facteurs. Exactement. Donc, comme je le dis, c'est lié à des chocs donc, qui peuvent être endogènes ou exogènes. Et lorsque vous prenez un peu plus ou moins ce que nous qualifions donc de richesse globale créée dans une économie, vous avez fondamentalement des éléments liés à la consommation, des éléments liés à l'investissement, des éléments liés aux dépenses publiques, mais aussi donc ce qu'on entretient avec le reste du monde. Donc si la consommation baisse, ça peut être donc un élément favorisant, mais également au niveau de l'investissement, vous avez donc des éléments qui peuvent concourir donc à une baisse drastique de l'investissement et tout cela concourt donc à diminuer donc la richesse créée dans une nation. Et dans le cadre de la crise du Covid-19, ce sont des chocs exogènes et endogènes? Oui, dans le cadre de la crise donc, de la Covid-19, il faut, lorsqu'on analyse la situation du Burkina, il faut prendre en compte deux éléments. Il y a bien sûr donc déjà que l'économie avait une crise interne qu'on va qualifier la crise sécuritaire qui était là. Et par la suite, vous avez donc bien sûr donc, ce choc exogène qui est venu avec la pandémie. Mais la pandémie a créé un double choc à la fois du côté de l'offre et du côté de la demande. C'est ce qui a rendu en fait donc sa situation beaucoup plus difficile que des crises donc soit d'offre ou de demande. Alors quand on parle de crise donc d'offre, ça veut dire donc qu'au niveau de la production disponible, on a des soucis pour pouvoir donc effectivement avoir le niveau de production souhaité. Mais au niveau de la demande, les acteurs économiques ont perdu un certain nombre donc, de pouvoir d'achat, ce qui ne les permet plus, même lorsque le produit est disponible, de pouvoir l'acheter. Voilà, exactement. Donc si on part dans ce sens, vous verrez que ça crée donc deux formes de contraction.
et qui, si on ne trouve pas de mesures idoines pour pouvoir juguler cela, cela peut entraîner une diminution effectivement de la richesse créée dans une économie. Alors, deuxième terminologie, le taux de croissance qui est aussi évoqué. Dans certains pays, on parle même de taux de croissance à 2 chiffres. Oui. Mais pour le citoyen lambda, ce n'est pas toujours évident. Qu'est-ce que le taux de croissance peut représenter pour ces derniers en termes d'effet sur son quotidien? Ok. Alors, non, lorsque déjà on parle du taux de croissance, c'est effectivement un élément quantitatif qui permet de mesurer d'une année à l'autre comment effectivement la richesse nationale a été produite. Maintenant, quant à sa distribution, c'est une autre chose. Alors, donc, il y a d'abord donc, comment on a mesuré la production de la richesse entre une année A et une année X et une année X plus 1. Mais nécessairement, lorsque cette richesse-là est produite, il y a un certain nombre d'acteurs qui peuvent s'accaparer effectivement la richesse. Parce que ça dépend de qui contribue à créer effectivement plus donc, de richesse. Mais on peut en arriver à des situations où l'État, de par effectivement son rôle de régulateur, intervient de manière à faire de sorte que ceux qui créent la richesse puissent la repartager avec un certain nombre d'agents économiques. Et c'est un des rôles effectivement dévolus à l'État qui permet beaucoup plus donc de gérer ces questions liées à l'utilisation de la richesse. Mais dit plus simplement, pour le citoyen lambda, comment il arrive à consommer par exemple la richesse créée? Alors lorsque vous prenez un certain nombre d'infrastructures qui sont réalisées, par exemple les routes, c'est grâce donc à la création de la richesse que l'État lève les impôts, réalise un certain nombre d'infrastructures. Les hôpitaux, l'école, l'éclairage public et tous ces éléments dont chacun bénéficie, c'est une forme donc de la consommation de la richesse créée. Donc c'est une forme donc d'utilisation, bien sûr, donc de cette croissance-là que chacun de nous tire. Mais maintenant, il se trouve par exemple que ceux qui ont le plus accès peuvent tirer plus que d'autres. Et c'est dans ce sens-là que l'État intervient pour régler pour qu'il y ait une meilleure répartition des fruits de la croissance, comme on dit. Croissance, exactement. Sinon, de façon globale, tout le monde bénéficie, mais pas au même niveau. Si vous êtes une entreprise privée, vous êtes par exemple un opérateur économique, vous contribuez à créer peut-être 1 milliard de francs, peut-être que sur ces 1 milliard, vous allez peut-être bénéficier d'une proportion qui tourne autour donc, de 30 à 40%, mais l'autre partie va être donc disséminée intégralement auprès donc, des autres acteurs. Donc le taux de croissance, c'est l'un des indicateurs qui renseigne sur la santé économique d'un pays. Exactement. Il renseigne sur la santé économique donc, d'un pays en disant un peu plus ou moins sur le plan quantitatif qu'est-ce qui a été créé entre une période T et une période T plus 1. Mais il ne dit pas exactement de comment cette richesse qui a été créée est répartie entre les différents agents économiques. Pour pouvoir donc le constater, en fait, on utilise d'autres indicateurs, comme par exemple l'indice de développement humain, qui est un indicateur beaucoup plus composite, qui permet de capter donc les éléments structurels liés au développement. Donc on va aller chercher donc le niveau de scolarisation, le taux d'accès par exemple à la santé, on va aller regarder par exemple le revenu moyen, on va aller regarder un certain nombre donc d'éléments comme ça pour pouvoir apprécier. Donc pour résumer, le taux de croissance, comme vous l'avez dit, c'est beaucoup plus donc un indicateur quantitatif de richesse créée dans une économie donnée. Nous allons à présent aborder les impacts socio-économiques de la pandémie de Covid-19. Oui. À ce jour, quels sont les principaux secteurs qui ont été vraiment touchés? Les principaux secteurs. Alors, lorsque on reprend donc la situation de la pandémie, on peut dire que tous les secteurs économiques ont été touchés, mais dans des proportions différentes. Voilà, dans des proportions différentes. La BAD a calculé donc ce qu'il appelle l'indice de vulnérabilité. Et le Burkina tout entier est considéré donc comme un pays non vulnérable face donc à la Covid. Non vulnérable parce qu'on se dit donc que ce n'est pas eu un pays fortement exposé à ce que la Covid a dû donc créer comme choc. Mais à l'intérieur, quand vous prenez, il y a des secteurs qui étaient déjà affectés. Le secteur par exemple du tourisme, de l'hôtellerie qui était déjà affecté par la crise sécuritaire. Avec bien sûr donc la pandémie où pratiquement on a fermé l'ensemble donc des frontières au niveau mondial, au niveau interne même donc il y a eu des périodes où on a eu donc des quarantaines de villes et l'absence de tous ces déplacements là ont encore affecté par exemple ce secteur. Par contre, quand vous prenez le secteur donc de l'industrie extractive, on va dire précisément par exemple donc des mines, notamment de l'or. Ce secteur-là, on a fait effectivement le constat qu'avec donc le cours à l'international qui a évolué fortement, ce secteur-là s'est bien comporté comparativement aux autres années. On a atteint quand même des niveaux de production records en termes d'or au Burkina en 2020. Donc c'est des éléments contrastés qu'on retrouve comme ça. Le secteur
agricole n'a pas été directement impacté, mais il y a aussi qu'au niveau donc des intrants, avec l'anticipation qui a été mise en place donc par le ministère, on a pu donc éviter. Mais la conséquence, c'est que nous nous disons pour les années à venir, si on n'arrive pas au niveau mondial effectivement à résoudre un certain nombre de problèmes, on peut le ressentir pour les années à venir. Voilà, donc c'est un peu plus ou moins le secteur des transports a été aussi affecté. Donc vous avez beaucoup de secteurs qui ont été affectés, mais dans une proportion relativement plus ou moins disproportionnée selon que le secteur est exposé donc au risque ou pas. Parlons à présent du secteur privé, qui est le moteur de la croissance. Exactement. Il y a beaucoup d'entreprises aussi qui ont eu vraiment beaucoup de difficultés à exister ou à continuer, en tout cas, de fonctionner normalement avec cette crise sanitaire. Exactement, oui. Au niveau du secteur privé, il y a eu donc une évaluation qui consistait à regarder comment la pandémie a effectivement affecté ce secteur. Et on constate beaucoup plus que les entreprises qui évoluent donc dans le secteur tertiaire, notamment le secteur des services, a été le plus impacté. Et lorsqu'on fait une analyse donc différenciée, on constate par exemple genre que des résultats de l'enquête, Bobo a été entre guillemets beaucoup plus affecté que Ouagadougou. Donc si vous faites donc cette analyse-là, vous vous rendez compte que au fond, 84% donc, des entreprises enquêtées estiment donc que la pandémie a eu un effet sur leur activité, que ce soit par exemple genre, en termes d'augmentation de la production, que ce soit en termes de présence donc, de personnes sur le lieu de service, mais également aussi donc, sur leur chiffre d'affaires. Mais fort heureusement, comme les périodes les plus difficiles n'ont pas été très longues, ça a permis dès le deuxième semestre donc, de l'année 2020 à beaucoup d'entreprises donc, de ressortir, comparativement à d'autres pays où ils sont restés à des niveaux donc, de confinement ou de quarantaine de plus de 200 jours. Bon, dans notre cas, nous sommes restés dans une proportion quand même assez raisonnable. Maintenant, les entreprises aussi ne sont pas logées à la même enseigne. Exactement. Donc, surtout les petites et moyennes entreprises. Les petites et moyennes entreprises, et là encore, il faut différencier les entreprises qui relèvent du secteur formel et du secteur informel. Ceux qui relèvent du secteur informel, et par moment, le constat qui est fait, c'est que le capital productif même a disparu. Parce que donc les mesures de quarantaine, vivant au jour le jour, vivant donc bien sûr de ce qu'on gagne comme recette, la difficulté c'est que lorsque vous les mettez en quarantaine, au bout donc d'une semaine, ils ont fini même de consommer le capital productif. Et même pour pouvoir relancer, même si on offre l'opportunité de reprendre les activités, ça pose problème. Et donc vous l'aurez constaté un peu avec les mouvements au niveau des marchés IA, parce que tout simplement pour ces personnes, la grande majorité de la recette dépend donc de comment on mène l'activité aujourd'hui. Donc le constat a été fait également en termes d'analyse d'impact, mais au fond, vu que les mesures n'ont pas eu donc de longue durée, in fine, beaucoup d'acteurs ont pu donc s'en sortir, mais avec bien sûr donc ce que l'État a mis en place donc comme dispositif d'accompagnement. Alors, est-ce que vous êtes arrivé aujourd'hui à chiffrer un peu les pertes avec cette crise sanitaire au plan économique? Oui, bon, déjà au niveau macroéconomique, nous avons déjà un niveau de croissance quand même qui est inférieur au niveau de croissance escompté, parce que nous projetons donc un taux de croissance pour 2020 de l'ordre de 6,4. On s'est rendu donc autour donc de 6,5 et de 2,5. Ce qui fait donc que quand même au niveau macroéconomique, on constate donc des pertes. Au niveau des recettes fiscales, là également, il y a eu quand même une baisse drastique donc des recettes fiscales, mais cela est lié bien sûr donc au niveau d'activité donc des entreprises, puisque c'est le secteur privé qui paye en grande majorité les impôts. Et donc à ce niveau, comme il y a eu donc des effets pervers donc sur le chiffre d'affaires des entreprises et bien sûr sur leurs bénéfices, donc l'État a perdu au bas mot autour donc de 300 milliards de recettes. Ce qui a nécessairement contraint l'État à réorganiser le budget, ce qui a entraîné donc une loi de finances rectificative en juillet 2020 qui a permis un peu plus ou moins de réorienter pour prendre un certain nombre de mesures à la fois liées donc à endiguer la propagation de la maladie, mais à relancer déjà l'activité économique. Mais au niveau du secteur privé, à date d'aujourd'hui, nous n'avons pas une estimation chiffrée de combien les entreprises ont pu perdre donc du fait de Covid. Mais les estimations sont toujours en cours et je pense qu'avec la Chambre de commerce, d'ici là, on va pouvoir donc disposer de statistiques beaucoup plus claires.
Alors, face à toutes ces conséquences, le gouvernement a dû prendre des mesures sociales et économiques et pour la prise en charge des questions sanitaires. Le chef de l'État a annoncé en avril 2020, le déblocage de 394 milliards de francs CFA pour faire face à la pandémie. À ce jour, quel est l'état des lieux par rapport à la mise en œuvre justement de ces mesures-là? Alors, effectivement, sur instruction donc, de Son Excellence Monsieur le Président du FASO et de Son Excellence Monsieur le Premier ministre, des mesures ont été effectivement prises dans le sens d'aller pour limiter les conséquences donc, de cette crise-là sur les acteurs économiques. Donc, comme je le disais antérieurement, au niveau de la loi de finances rectificative, il a été positionné à environ 264 milliards de francs CFA pour endiguer les effets, mais également aussi apporter une réponse par rapport donc, à la situation sanitaire. À l'étape d'aujourd'hui, nous avons fait une évaluation donc, des mesures gouvernementales. Et cette évaluation des mesures gouvernementales, le cabinet qui a été commis donc, à cette tâche évalue donc une efficience et une efficacité de l'ordre donc, de 88%. En d'autres termes, les populations apprécient les mesures qui ont été donc prises par le gouvernement pour endiguer la maladie, mais en même temps, on a profité de cette occasion pour voir si on a suffisamment communiqué pour les permettre donc de se protéger par rapport à la maladie. Et là également aussi, le taux de réponse est très satisfaisant, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural. Les gens ont suffisamment appris de la maladie, ils savent comment se protéger et toutes ces mesures-là ont permis effectivement d'endiguer déjà la maladie, mais au sens économique, que ce soit donc des appuis directs, que ce soit en termes donc d'appui directement aux ménages, comme vous l'aurez constaté, avec donc les factures d'électricité, d'eau qui n'ont pas été payées pendant une certaine période, au niveau des entreprises en termes donc d'allègement fiscal également qui a été apporté. Il y a également essentiellement le fonds de relance Covid qui a été mis en place, qui est un fonds donc de 100 milliards pour lequel en fait on a associé le secteur privé, notamment bancaire et les établissements financiers, pour travailler à relancer l'activité économique en finançant beaucoup plus adéquatement un certain nombre d'agents économiques. En fait, c'est un accompagnement, mais ce n'est pas une subvention. Ce n'est pas une subvention. Mais les acteurs attendaient quand même une subvention. Oui, ben la subvention a existé à travers donc, un certain nombre de mesures, donc, à la fois sociales et économiques. Mais de ce côté, on a beaucoup plus pensé que pour un meilleur ciblage donc, des bénéficiaires, il était pertinent que ça soit donc, géré dans ce sens. Donc le fonds de relance vise essentiellement à faire de telle sorte que chaque acteur économique, s'appuyant donc sur son partenaire classique, qu'est la banque ou une institution de microfinance, puisse donc, à partir de l'historique qui existe entre ces deux acteurs, voir effectivement directement les conséquences et l'accompagner. Et le taux, il est relativement donc bas. C'est un taux vraiment suffisamment bonifié qui fait qu'au niveau bancaire, il est de 4%, alors qu'au niveau donc, des institutions donc, de financement et les fonds nationaux, il est autour de 3,5%. Ce qui est déjà très intéressant. Et la demande au niveau donc, des fonds de financement était très forte, ce qui les a permis de boucler. Au niveau bancaire, il y a eu quelques réglages qu'il fallait faire au démarrage, mais à la date d'aujourd'hui, on constate donc que le secteur bancaire a pris aussi donc le pas et beaucoup de dossiers sont en train d'être liquidés pour que le financement puisse se faire. Mais l'intérêt donc de l'État en mettant ce fonds donc de bonification plutôt qu'un don, c'est que ça permet donc un mécanisme donc de revolving, de telle sorte que ce qui va être remboursé par certains vont permettre à d'autres d'y accéder parce que le portefeuille n'est pas suffisamment large pour permettre donc de prendre en charge. Comme je venais de vous dire, les recettes fiscales diminuaient et en même temps il fallait donc accorder donc des appuis. Ce n'était pas du tout facile comme calcul financier à faire. Les spécialistes s'accordent à dire que l'économie burkinabé fait preuve en tout cas d'une bonne résilience, notamment avec cette crise sanitaire. Quels sont les facteurs ou quels sont les éléments qui permettent de dire que notre économie est résiliente? Alors la résilience se caractérise donc par la capacité de l'économie à supporter donc un choc et à pouvoir donc effectivement rebondir lorsque effectivement les effets perceptibles du choc là commencent à s'estomper. Et dans le cas du Burkina Faso, lorsqu'on a constaté un peu plus ou moins que les cas donc de contagion commençaient donc à diminuer, les cas confirmés commençaient à diminuer, les mesures également qui ont accompagné et qui ont permis un peu plus ou moins la relance de l'activité économique a permis à certains acteurs de pouvoir mieux se repositionner. En même temps qu'on donnait effectivement, comme je vous ai dit en début d'émission, le choc est un choc d'offres et de demande.
Il fallait donc donner un pouvoir d'achat, mais en même temps, il fallait accompagner donc ceux qui doivent produire. Et comme les mesures ont pu adresser les bonnes solutions, chaque acteur a pu apporter donc son concours. On n'est pas encore au niveau escompté, mais déjà, on peut dire que le secteur privé s'est montré suffisamment résilient. Mais en même temps, Covid a été une opportunité pour le secteur privé donc de développer des atouts qui semblaient avant inexploités. Et donc le constat qui a été fait, c'est que des pans entiers d'offres qui anciennement étaient effectivement importés ont été suppléés par la production nationale. Et vous avez dû même constater, par exemple, la confection des cache-nez, des masques. La confection des cache-nez, il y a même donc les gels hydroalcooliques qu'effectivement on a pu produire au niveau national et même au niveau donc de la recherche avec bien sûr donc U-Pharma, on a même lancé la production donc complémentaire par exemple de paracétamol, de chloroquine et tout ce qui s'ensuit. Donc ça montre un peu plus ou moins que face donc à des chocs, les nations sont capables souvent donc d'inventer un meilleur avenir. Et de s'adapter. Exactement. Il était aussi annoncé l'explosion de la dette publique, mais à ce niveau les choses sont plus ou moins maîtrisées. Oui, là également, effectivement, avec les orientations de Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, on est resté effectivement donc dans la meilleure façon d'aborder donc la dette. Parce que lorsque vous avez donc des recettes qui baissent et bien sûr des dépenses qui doivent continuer à augmenter parce qu'il faut donc gérer les questions sociales, l'instrument qui reste généralement donc aux acteurs économiques, c'est l'utilisation de la dette. En fait, notre dette a progressé, mais elle n'a pas progressé donc dans une proportion alarmiste comme dans certains cas. Et on a pu contenir effectivement la situation de la dette, mais cumulativement à cela, un peu avec la loi de finances rectificative, il faut saluer aussi donc l'effort qui a été fait par les régies de recettes pour, malgré la situation difficile, augmenter le niveau de mobilisation donc des ressources. On peut aussi lier cela aux procédures qui ont été effectivement prises en charge au niveau du ministère en charge des Finances, notamment la digitalisation, qui a permis donc d'accroître la mobilisation donc des ressources. Ce qui est venu d'étendre davantage la situation pour éviter donc que l'endettement n'atteigne des niveaux exagérés. Mais il y a aussi l'accompagnement de nos partenaires techniques et financiers. Et à ce niveau, quand même, on a eu un très fort accompagnement des partenaires techniques et financiers. C'est vrai que le taux de mobilisation n'est pas de 100%, mais pour ce qui était annoncé, quand même, nous avons pu mobiliser autour donc, de 70%, ce qui est très intéressant. Sur près donc, de 237 milliards, on a pu mobiliser 70% environ, ce qui permet donc de juguler un certain nombre de choses et d'éviter donc d'étendre davantage la dette. Mais au niveau des partenaires, ce qu'il faut signaler, il y a une partie de prêt, mais il y a une partie de don. Et la différence aussi va donc s'exprimer en termes donc de durée, ce qu'on appelle classiquement la maturité au niveau de la dette. Parce que lorsque c'est avec les partenaires, on a souvent avec un délai plus long comparativement à lorsqu'on passe sur le marché financier où le délai est relativement court, ce qui crée donc des possibilités, ce qui exige du moins donc de générer rapidement des ressources pour pouvoir rembourser. Alors, tout de suite, nous allons passer à la dernière rubrique de cette émission, Vue sur le net. S'inscrivant dans la même dynamique que tout ce qui a été dit sur ce plateau, nous allons davantage comprendre la crise économique liée au Covid-19 dans cette vidéo que nous propose la Banque de France, élément posté sur son site, l'ABC de l'économie. Suivons plutôt. La pandémie du Covid-19, qui a débuté en Chine fin 2019, a engendré une crise économique mondiale. En effet, pour enrayer la propagation du virus, plusieurs pays ont dû prendre des mesures de confinement qui limitent les déplacements de la population. Cette crise économique est inédite par son ampleur et sa vitesse de diffusion à l'échelle planétaire. Elle combine un choc d'offres, car les entreprises s'arrêtent ou tournent au ralenti, et un choc de demande, car la consommation diminue. Le choc d'offres. D'abord, parce qu'une grande partie des travailleurs est confinée. Par exemple, des chantiers sont arrêtés car les ouvriers ne peuvent plus y travailler. De plus, les entreprises ont des problèmes d'approvisionnement. Les marchandises nécessaires pour produire, venant de fournisseurs étrangers ou même nationaux, ne sont plus acheminées. Cette rupture des chaînes de production entraîne une baisse de l'offre. Le choc de demande. D'abord, parce que les travailleurs mis au chômage complet ou partiel voient leurs ressources diminuer. De plus, le confinement empêche les ménages d'acheter de nombreux produits
ou services. Ensuite, face à l'incertitude concernant l'avenir, les ménages peuvent être moins enclins à consommer. Enfin, la chute des marchés boursiers entraîne une baisse de la valeur des actions. Les ménages craignent des pertes dans leur plan d'épargne et les entreprises dans leurs placements. Chacun préfère donc attendre avant d'investir ou de consommer. Alors, comment s'en sortir? Une des priorités est d'éviter que les entreprises fassent faillite. Car remettre en place leurs moyens de production, capital, outils, travail et savoir-faire, serait long et coûteux. Une deuxième priorité est de soutenir le revenu et la consommation des ménages. Ces deux objectifs guident les mesures prises par les pouvoirs publics. Les politiques budgétaires des gouvernements, avec des aides aux entreprises et aux ménages, financement du chômage partiel, report des impôts et des charges, prêts garantis. Elles visent à éviter la faillite des entreprises et à assurer les revenus des ménages. Et les politiques monétaires des banques centrales, qui visent à maintenir des taux d'intérêt bas pour financer la consommation et l'investissement. En prêtant à des taux très faibles aux banques commerciales, elles permettent aux ménages et aux entreprises d'obtenir des crédits avec des taux bas. Et en achetant des titres sur les marchés financiers, elles permettent aux entreprises et aux États de continuer de se financer avec un taux d'intérêt faible. Bien sûr, en définitive, le rythme de la reprise dépendra aussi du retour de la confiance des ménages et des entreprises en l'avenir. Voilà, retour sur ce plateau avec notre invité, le docteur Kobiagda. La dernière question, puisque cette émission est presque terminée. Quelles sont les perspectives en termes de croissance pour cette année 2021? Alors, merci beaucoup. Pour 2021, au regard, bien sûr, donc, des mesures qui ont été apportées en termes de soutien au secteur privé, mais également aux ménages, et bien sûr, donc, surtout les mesures qui ont été prises dans le sens donc, d'endiguer la maladie. Donc, nous pensons que si au niveau international, on arrive effectivement avec la vaccination à mieux maîtriser effectivement la maladie, et qu'au niveau national, ces mesures-là aussi sont suffisamment maîtrisées, on devrait pouvoir donc se projeter autour donc d'une croissance donc économique de 7% pour 2021. 7%. 7% pour 2021. Et on passerait de combien à 7%? Nous passerons donc de 2,5% en 2020 à 7% en 2021. Et ça, c'est une performance? Certainement, mais au sens économique, il faut se rendre compte que lorsque une économie devait normalement croître autour de 6,5%, 6,4% en 2020 et qu'elle croît moins que ça, en fait, la reprise crée effectivement donc un phénomène de rebond. Donc, au niveau mondial, vous pourrez donc constater effectivement que les économies vont passer par exemple d'une récession à un taux de croissance de 4-5%. En fait, c'est tout à fait normal. Ce n'est vraiment pas exceptionnel. La croissance, comme c'est un élément donc, de variation entre deux indicateurs, en réalité, c'est ça qui permet donc de le percevoir dans ce sens. Mais il faut aussi dire que c'est parce que notre secteur privé est suffisamment résilient. Et comme je l'ai dit, ça crée donc beaucoup d'opportunités. Et sur la base donc, des hypothèses que le secteur privé donc, se donne, nous sommes dit que nous devrons pouvoir maintenir un certain nombre d'avantages liés. Il y a le secteur minier qui doit pouvoir se maintenir en 2021. Ça également au regard donc, des cours de l'or. Mais aussi, cette estimation est liée au fait que la question sécuritaire doit être de plus en plus maîtrisée. Donc, en fait, il y a un ensemble d'hypothèses qui accompagnent plus ou moins la réalisation de ce taux de croissance. Et lorsque vous enlevez donc ces hypothèses, on peut ne pas être exactement au niveau de taux de croissance donc indiqué. Donc, la bonne réalisation, que ce soit donc la meilleure gestion de la pandémie, mais également l'accalmie au niveau sécuritaire, et bien évidemment cet engagement qu'a le secteur privé d'aller beaucoup plus dans l'innovation, la digitalisation pour apporter des solutions aux problèmes des Burkinabés permettra effectivement donc à la fois d'accélérer la consommation et l'investissement, ce qui permet donc de créer plus de richesses. Voilà, ce sera tout donc pour cet entretien. Merci au docteur Issa Larba Kobiagda, qui est le directeur général de l'économie et de la planification, qui est également enseignant-chercheur à l'université Thomas Sankara. Merci d'être passé sur ce plateau pour parler avec nous de la relance de l'économie dans le contexte du Covid-19. Voilà, c'est tout pour cette émission. Merci à vous qui l'avez suivi et merci à toute l'équipe de réalisation. À la prochaine.
Merci.